vais appeler sur scène à me rejoindre Margot Delettré, vice-présidente à l'innovation et aux énergies renouvelables, à me rejoindre et on peut l'applaudir chaleureusement. Alors, bonjour à tous. Margot, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu quand même de la métropole, nous faire un petit check-up de ce qu'est la métropole d'Amiens? Alors quand je suis à Paris, j'ai tendance à vous dire qu'Amiens est à 1 heure de Paris, mais comme j'ai mis à peu près 2h30 pour venir aujourd'hui, je vais éviter ça. Bon, Amiens, c'est une ville de 125 000 habitants qui se trouve dans Amiens Métropole, qui elle comporte 180 000 habitants. Donc on a 39 communes au sein de notre agglomération. On a un véritable équilibre entre l'urbain et le rural, hein, ce qui fait qu'on a une histoire notamment dans le milieu agricole et dans la culture maraîchère, et on travaille actuellement sur un plan d'alimentation de territoire, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Voilà, c'est une agglomération, si vous ne la connaissez pas, à venir découvrir de toute urgence. On a pas mal parlé d'Amiens récemment. Hein. Amiens a été la première ville française à obtenir le label de capitale européenne de la jeunesse. Elle candidate pour être capitale européenne de la culture. On a investi massivement sur le mandat précédent, notamment sur le musée, le zoo. Et puis nous sommes à 1 heure de la baie de Somme, pour le coup, là il n'y a pas vraiment de bouchon, qui est l'une des plus belles baies du monde dans le département de la Somme, qui est aussi connue pour son passé historique en termes de la bataille de la Somme, qui est peut-être un peu moins connue que d'autres batailles, mais qui a été tout aussi meurtrière. Et donc voilà, on a cette histoire, et en même temps on est pleinement tourné vers l'avenir. Je suis en charge de l'innovation, et j'étais hier par exemple chez Faiveley, qui est un groupe qui est implanté depuis 1966 sur Amiens et qui a été la première entreprise amiénoise à être labellisée pour ses freins ferroviaires qui pèsent 55 kg de moins qu'il y a 30 ans. Voilà. Un beau programme, ça donne envie de venir vous rendre visite. Alors, on va revenir sur nos sujets d'énergie renouvelable. Alors justement, comment est-ce qu'on réussit cette transition énergétique quand on place l'énergie renouvelable au centre de cette transition? Qu'est-ce que ça veut dire pour la métropole d'Amiens? Ça veut dire beaucoup d'investissements. On a plusieurs axes qui structurent notre politique de transition énergétique sur l'agglomération. D'abord, on s'est doté d'une feuille de route en la matière. Hein. Nous avons réalisé une étude de planification énergétique pour faire un état des lieux des consommations. On a identifié les principaux enjeux de réduction des consommations d'énergie et on a estimé le potentiel de production des ENR. Ce travail il a été réalisé sans doute comme chez vous sur différents horizons temporels, 2030, 2040 et 2050. Nous avons bien sûr cherché la cohérence, la convergence avec des documents qui peuvent être supra-EPCI comme le SRADET, j'imagine que vous connaissez aussi, le PCAET. Nous, on a un PCAET à l'échelle du pôle du Grand Amiénois qui comporte à peu près la moitié des habitants du département et puis aussi avec les différentes lois énergie. Et donc tous ces éléments ont été repris dans une feuille de route politique, cette fois, hein, qui a été votée à l'unanimité. Et ça, c'est important de le souligner puisqu'elle transcende les clivages politiques compte tenu des enjeux qui sont importants. Donc, pour résumer, cette feuille de route, elle mise à la fois sur la réduction des consommations d'énergie de 62% à l'horizon 2050 et on ambitionne de couvrir le reste, en tout cas une partie du reste, par les ENR. Alors, donc, gestion, effectivement... Alors, j'ai peut-être encore un détail. Pour rendre opérationnel, vous en avez peut-être parlé depuis ce matin, mais pour rendre opérationnel cette feuille de route, on s'est appuyé sur un label qui s'appelle le label Citergie, qui est délivré par l'ADEME et qui nous a permis d'être beaucoup plus opérationnel et d'avoir un plan d'action en 62 actions précisément, pour déployer et pour aussi que ce soit plus concret pour les habitants, parce qu'en réalité, lorsque vous construisez les choses seules dans votre coin, ça ne fonctionne pas. Donc on a associé la population. Et donc ces 62 actions, en fait, elles nous tiennent un peu, elles nous tiennent tous les jours. Enfin, chaque jour, les services qui sont en charge de ces actions. Et d'ailleurs, c'est une politique qui est très transversale, puisque les services aussi bien de l'éducation que les services de l'énergie, que le service de la mobilité, tout le monde est concerné. Et donc chaque matin, voilà, on regarde un peu quelle action a pu être réalisée ou ce qui est en cours, dans l'objectif aussi de passer sur une étape, une reconnaissance supplémentaire, tout en ayant en tête que ce qui est important aussi, c'est de travailler sur la conduite du changement. La conduite du changement, évidemment, on a mis en place des outils, mais comme dans beaucoup d'autres collectivités aussi, par exemple la thermographie aérienne ou le cadastre solaire. Thermographie aérienne, si on veut que les gens comprennent de quelle manière leur maison ne consomme beaucoup trop pour la planète, il faut qu'on leur donne les outils. Donc, la thermographie aérienne permet de constater la perdition de chaleur par la toiture
Et le cadastre solaire, en complément, vient estimer le potentiel pour pouvoir poser des panneaux photovoltaïques sur les toitures et donc le potentiel solaire. On a la plateforme LOR aussi, qui est la plateforme de rénovation énergétique de l'habitat. Et tout ça conditionné, enfin tout ça accumulé avec l'idée aussi de massifier, parce qu'on va pas sauver la planète. Il faut que tout le monde s'y mette, et puis on ne sauvera pas la planète en rénovant 10 logements par an. Bien sûr. Donc évidemment qu'il y a ce sujet de la massification sur lequel il faut travailler ardemment. Donc voilà, il y a tous ces sujets-là. C'est la manière, il faut accompagner aussi les filières, accompagner et puis montrer aux gens comment ils peuvent percevoir les choses de manière quotidienne. Donc on le voit, une vision quand même très claire, avec des actions, des services qui sont mis à disposition de toutes les parties prenantes. Si on vient sur le sujet de la mobilité locale, comment est-ce que vous gérez cette mobilité ? Alors on la gère de 2 manières. On a la transition énergétique de notre parc de bus, avec une expérimentation européenne, puisque nous avons eu une première européenne sur un parc de bus de 43 bus articulés 100% électriques pour le réseau du BHNS sur Amiens Métropole. Et une réflexion est en cours sur le réseau de proximité. Mais ce qui a été décidé par les élus, c'est véritablement de dire stop au diesel. Plus aucun bus ne circulera au diesel sur l'agglomération dans quelques années. On ambitionne de renouveler le parc à hauteur de 10 bus par an, tout en sachant qu'on a à ce jour 134 bus qui circulent sur l'agglomération et 43 aujourd'hui sont à l'électrique. Et la deuxième manière d'impulser le changement, c'est sur les mobilités douces et sur la manière dont on lève les freins en fait, aux pratiques quotidiennes. Donc nous mettons en place une aide à l'acquisition de vélos. Nous avons un parc de plus de 2600 vélos en location, dont 1600 VAE. Et alors les 1600 VAE sont tous loués, donc on en rachète continuellement. On a une liste d'attente considérable. On a aussi, évidemment, le traitement des grands carrefours routiers avec la séparation des flux vélos pour plus de sécurité, la sécurisation des itinéraires cyclables, avec la suppression des discontinuités cyclables qui sont source d'accidents et de difficultés pour les cyclistes. Et alors on a fait le choix, ça a été un débat, notamment avec l'opposition, on a fait le choix d'appliquer la couleur verte sur les bandes cyclables, sur les sas avant de tourner à droite, et puis également sur les couloirs vélos. Et alors cette couleur verte, elle nous a vraiment permis d'améliorer considérablement dans l'espace public la part du vélo, la compréhension, et y compris pour les cyclistes. Parce qu'en vérité, je ne sais pas si ça se passe aussi comme ça chez vous, mais chez nous, les cyclistes se croyaient aussi tout permis. C'est pareil chez nous. Ils ne regardaient plus nulle part, et alors on avait droit à des choses complètement ubuesques. Et donc ce système de traçage, de marquage au sol vert a véritablement révolutionné la conduite des cyclistes à Amiens. Voilà. On a à peu près 200 km de linéaire cyclable à Amiens. Alors justement, donc, on parle de mobilité, mais il y a aussi un enjeu qui est la réduction des distances. Comment est-ce qu'on développe finalement des infrastructures qui vont permettre de réduire ces distances, d'avoir des circuits courts, de renforcer finalement la vie de quartier ? Comment est-ce que vous gérez cette problématique ? Alors, on a une réflexion qui est en cours sur les quartiers apaisés, avec la réduction notamment de la limitation des vitesses à 30. On a l'objectif, c'est en fait aussi d'éviter les chintes. Quand les voitures arrivent dans un quartier pour traverser la ville et se dépêcher d'arriver à un autre quartier sans s'y arrêter spécifiquement, c'est là d'ailleurs que les voitures roulent le plus vite. Alors ça, c'était vraiment un objectif, on est en train d'y travailler. L'idée d'améliorer le cadre de vie aussi en créant des espaces de repos ou de redonner de l'espace aux piétons et aux habitants. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille quartier par quartier. On fait dans la dentelle, puisque on a des équipes qui tournent dans chacun des quartiers. Et puis on a créé une nouvelle ZAC qui s'appelle la ZAC Intercampus. Cette ZAC, elle a été conçue comme à la ville du quart d'heure, en fait, j'ai envie de dire. Évidemment, donc la mobilité y est favorisée, avec beaucoup de centres de piétons, avec le BHNS qui traverse. On a une végétalisation en fait de l'urbanisme qui en fait, vous arrivez dans une nouvelle ville quasiment lorsque vous arrivez dans le quartier Intercampus, et en même temps, on a relevé d'autres défis qui sont l'agriculture urbaine, avec l'installation et la participation des habitants à l'installation d'un poulailler collectif, d'un verger conservatoire, par exemple, d'un éco-pâturage aussi. On a des biquettes qui se baladent et c'est plutôt intéressant. On a associé l'école du quartier évidemment à ce sujet, et ce qui fait qu'on se sent en fait dans ce quartier comme
comme si on vivait dans un village. Alors que c'est un quartier qui sort de terre depuis 5-10 ans. Et à la fois, on a fait en sorte aussi qu'au niveau du logement, on puisse avoir aussi une mixité de population. Donc on a beaucoup de personnes âgées, beaucoup d'étudiants qui vivent dans des espaces collectifs, avec une salle collective et qui, avec vraiment une solidarité intergénérationnelle à tout niveau. Le sujet de l'inclusion est très important. Le sujet de l'inclusion, les commerces qui se développent. Et puis, on a 4 hectares de maraîchage. On a une véritable demande de retour à la terre. Et donc, on a réinstauré, grâce aussi à d'autres partenaires, la cueillette locale. Ce qui fait qu'en circuit court, on est plutôt pas mal, même si évidemment on peut toujours faire mieux, puisqu'on constate encore et toujours que parfois dans notre assiette se trouvent des aliments qui ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'y arriver. Et ça, c'est quand on peut les produire localement, en tout cas, c'est tout à fait inadmissible à ce jour. Donc on a urgence à réduire la distance entre la fourche et la fourchette, et c'est tout l'objet de notre PAT, notre plan d'alimentation de territoire, sur lequel on travaille activement, notamment sur la question de l'accessibilité des produits locaux aux publics les plus précaires. Et là, il y a un véritable enjeu, puisque à Amiens, 47% de la population n'a pas de revenus. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai presque envie de déménager à Amiens, d'aller un petit peu dans un milieu mi-urbain, mi-campagne. Alors, pour la petite anecdote, on a quand même la plus belle cathédrale gothique au monde, et en termes de volume, on y met 2 fois la cathédrale de Paris. Bon, et ben voilà, je suis convaincue, ça y est, je déménage. Merci beaucoup, Margot. Merci à vous. Merci.